Bienvenue à toutes et à tous et merci d'avoir choisi la chaîne de référence pour votre information. Avant tout, prenons le sommaire. Le gouvernement congolais a décidé lors du 47e Conseil des ministres de prendre en charge les frais de transport des clubs congolais pour toute la saison 2020-2021. L'insalubrité dans la commune des Limités industrielles. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé par visioconférence le 47e Conseil des ministres. Suivons un extrait du compte-rendu fait ici par les porte-parole du gouvernement. Compte-rendu de la 47e réunion du Conseil des ministres. Vendredi 4 septembre 2020. C'est en ce jour que s'est tenue par vidéoconférence la 47e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour comportait les points ci-après. 1. Communication de son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption d'un texte. De la communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Premier point, l'organisation prochaine du mini-sommet quintipartite des chefs d'État. Le Président de la République a informé les membres du Conseil des ministres qu'un mini-sommet se tiendra à Goma entre lui-même, les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais pour se pencher sur 3 thèmes, à savoir la paix et la sécurité dans la région, les relations diplomatiques et politiques entre les États, la relance des activités économiques dans le contexte actuel de lutte contre la Covid-19. Au regard des thèmes qui seront développés, le Conseil des ministres, à l'initiative du Président de la République, a chargé notamment les ministres ayant l'intérieur, les affaires étrangères, la coopération internationale, la défense et le commerce extérieur dans leurs attributions, de mettre ensemble les éléments devant constituer le dossier sur la position de la République démocratique du Congo par rapport à ses voisins. Point 2. Prise en charge des frais de transport du championnat de la Linafoot. Après un long moment de trêve du championnat de la Linafoot, suite à la Covid-19, celui-ci va bientôt reprendre. À ce sujet, à l'initiative du Président de la République, le Conseil des ministres a levé l'option de venir en aide aux équipes engagées dans cette compétition en prenant en charge leurs frais de transport pendant toute la durée du championnat. Pour ce faire, le Conseil des ministres a chargé le vice-premier ministre, ministre du Budget, les ministres des Finances et des Sports de prendre, chacun dans sa sphère de compétences, toutes les dispositions nécessaires pour la matérialisation de cette option. 3. Poursuite et parachèvement des travaux de réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte. En vue de se conformer à l'exigence de la FIFA, à l'initiative du Président de la République, le Conseil des ministres a décidé de la réhabilitation du stade des Martyrs de la Pentecôte pour répondre aux standards internationaux et d'éviter toute sanction à l'encontre de notre pays. Le Conseil des ministres a également décidé, à l'initiative du chef de l'État, de réactiver le dossier relatif qui est en souffrance aux fins du parachèvement, dans un délai raisonnable, des travaux de modernisation du stade des Martyrs de la Pentecôte. Les vendeuses du marché Gambela entretiennent leur ménage avec le commerce. En même temps, elles sont exposées au banditisme. Ces femmes quittent tôt leur maison pour arriver au lieu de négoce afin d'éviter les embouteillages aux heures de pointe. Je veux plutôt ce reportage d'Aznat Niatoka et José Moussangana.
Ne vous fiez pas du tout à cette obscurité. Il est 5 heures du matin. Ces vendeuses quittent leur famille, loin du centre-ville, aux petites heures du matin, en bravant les menaces de délinquants appelés communément Kuluna. Moi j'habite Kingassan, je quitte la maison à 3h30 pour arriver au marché à 4h avec tout le risque que se rencontre des Kuluna qui nous ravissent nos sacs. Une fois au marché Gambela, elles doivent s'acquitter de la patente qui coûte 25 000 francs, dont la fiche initiale revient à 3 000. On nous demande de payer la patente alors que nous avons beaucoup de charges, 3 000 francs la fiche et 25 000 francs. À cela s'ajoute aussi la hausse de prix des articles qui fait qu'elles ne puissent pas se retrouver en termes de bénéfices. Un sac de foufou coûte 90 000 francs, voire 100 000 francs chez le fournisseur. Nous avons un bénéfice de 2 000 francs congolais. Comment pouvons-nous satisfaire le besoin de nos familles? Il revient aux autorités compétentes d'assurer la sécurité de ces mamans qui nourrissent la population congolaise. L'autorité urbaine, de sa part, devra leur fournir des explications sur le bien fondé de la patente, tout en tenant compte de leurs possibilités. La 13e rue Limété est très insalubre à cause du manque des caniveaux et d'installations hygiéniques. Des familles entières vivent dans des conditions inhumaines. Elles sont exposées à plusieurs maladies. Reportage Béatrice Bilo et Sylvie Fortuné-Boula. Sur l'avenue Tunnel, située à la 13e rue Limété industrielle, la vie n'est pas agréable à cause des odeurs nauséabondes qui proviennent des déchets domestiques. Un autre problème est celui des personnes mal intentionnées qui viennent déféquer dans le caniveau. Pourtant, plusieurs familles vivent sur cette avenue. Elles sont en même temps exposées à des maladies. Les gens ne sont pas en mesure de se trouver une habitation quelque part, par manque d'argent, par manque de quoi pour s'acheter des parcelles. Maintenant, ils trouvent mieux là où tout se passe un peu moins cher. Bon, la difficulté c'est quoi? Les parcelles sont très restreintes. Il n'y a même pas moyen de creuser une toilette. C'est pourquoi ils mettent les toilettes, par exemple, proche du ruisseau qui est en train de couler, de sorte que chaque fois qu'on déposerait les matières fécales, ça puisse directement sortir de la petite toilette et puis couler dans les petites eaux. Les habitants de l'avenue Tunnel en appellent à la clémence de l'autorité compétente car ils ne disposent pas de moyens logistiques et financiers pour évacuer ces déchets. Il faut signaler que cette avenue insalubre est située au quartier industriel à Limété où se trouvent plusieurs sociétés. Ce qui se passe au cimetière de Kinsuka dépasse l'entendement humain. Fermé au public depuis maintenant plusieurs années, ce cimetière est le théâtre d'innombrables scénarios. Tenez, on y retrouve même des maisons d'habitation construites aux côtés des tombes. Le constat est de Sylvain Kapombo-Bosengele. Fermé officiellement depuis 1976, le cimetière de Kimbanseke continue à recevoir des corps sans vie chaque jour comme si de rien n'était. Tous les cadavres y sont enterrés depuis plus de 20 ans, sont superposés sur le premier inhumé. Ces inhumations d'urnes ne sont pas du tout clandestines. Elles requièrent bel et bien l'autorisation de préposer à ces cimetières dont le bureau est non seulement opérationnel, mais aussi et surtout ouvert chaque jour du matin au soir. Plusieurs personnes habitant les environs sont révoltées et ne jurent que par la désaffectation de ce cimetière. Ce cimetière est fermé depuis bien longtemps, mais on continue quand même d'y enterrer les cadavres et nous demandons aux autorités de bien vouloir prendre en compte notre plainte afin d'éviter tout danger que cela constitue.
Bien que fermé, ce cimetière est toujours opérationnel malgré la décision de l'autorité urbaine. Est-ce que ces autorités se rendent compte du danger que ça représente? À l'allure où vont les choses, nous implorons l'implication de l'autorité compétente car lorsqu'il pleut, les eaux de pluie en grande quantité font sortir des cercueils et cela expose la population aux maladies de toutes sortes. Autant pour moi, il s'agissait plutôt du cimetière de Kimbantseke et non de Kintsuka. La route Sekoma fait dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, c'est une route de desserte agricole qui mène jusque dans la province du Congo central. Le constat est de Lord Lelo et Patrick Boren-Mukendi. 2011 a vécu la première tentative pour sa réhabilitation sans y arriver. 2015 également, sous le gouverneur Kimbuta, la même chose, et puis le projet des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. La route Sekomaf n'est toujours pas réhabilitée. Vu son importance, les Kinois conscients de son impact dans la ville exigent à l'autorité de se consacrer à sa rénovation afin de faciliter, outre la circulation, les échanges entre la province du Congo central et la mégapole Kinshasa. Aussi, fournir aux grands centres de consommation le produit agricole varié. Les produits agricoles sortent de cette voie-là. Mais on ne s'occupe pas de ça. Qu'on regarde notre président Tshisekedi, nous t'avons placé là pour travailler pour le peuple. C'est comment là où vient beaucoup de produits vivriers. Les mamans souffrent, les transports coûtent. Essayez d'arranger cette voie jusque dans le Congo central. C'est une route secondaire, c'est une route qui relie des provinces. C'est une route à notoriété nationale, parce que ça relie au moins deux provinces à la fois. Dans la logique des choses, c'est le gouvernement central qui devait au moins entretenir cette route. Mais on a quand même vu, c'était plus le gouverneur qui, plus tard, dans la ville de Kinshasa, qui voulait au moins faire ce truc-là, c'est réhabiliter la route. Malheureusement, là, je ne sais pas si c'est la volonté ou le financement qui a manqué, et la route est restée juste à l'état là où il est resté jusqu'aujourd'hui. La route Sekomaf peut redevenir praticable avec un peu de bonne volonté. Elle peut facilement permettre le coulement des productions des coins comme Dingi-Dingi, Djoumi, etc. Une page rose dans ce journal, Maréchal et sa reine, une histoire d'amour qui a abouti au couronnement des annulaires du maréchal Tito, chroniqueur de musique à Antenna, et sa reine Aïssa. Dans ce récit signé José Moussangana, il remonte le temps pour nous raconter la genèse de cet amour. C'est sur les images de Sélé Mbayabo. Suivez. Où doit-on se placer pour rencontrer son âme sœur? La réponse à cette question se trouve dans l'histoire d'un maréchal et sa reine. Alors qu'il s'est trouvé à Bayaka, dans la commune de Ngiringiri, cherchant une pièce pour son véhicule, il vit descendre d'une moto une belle créature aux allures d'une reine et aux jambes velues comme le plume d'un paon. Cette fleur en quête de petites coupures pour servir le motard a été surprise du fait qu'à son retour, ce dernier n'y était plus. Il a été déjà servi par le maréchal. C'est ainsi que commence ce lien fort qu'a eu pour témoin la mère de la mariée. Au-delà du frappe à l'œil, le comportement de la reine Raïssa a pu convaincre le maréchal Tito au point qu'ils se sont décidés de se dire oui devant les deux familles réunies pour cette noble cause, devant l'autorité de l'État, afin de légaliser leur statut devant Dieu en vue de bénéficier de cette institutionnalisation divine de la part du Seigneur. Ce qui justifie le couronnement de leur cheminement au centre Nganda où l'on a mangé comme quatre et bu comme des Polonais et dansé sans se lasser.
On ne peut que souhaiter à ce couple une bonne suite pour le reste de leur histoire. Rendons-nous à présent au pays de l'oncle Sam pour joindre une fois de plus Freddy Montieri. On l'a eu la semaine dernière, mais comme l'actualité continue, persiste de ce côté-là, nous avons rappelé une fois de plus ce soir Freddy Montieri. Lui, il est basé à Atlanta, c'est en Georgie. Bonsoir Freddy Montieri. Bonjour James et merci de m'avoir invité. Freddy Montieri, vous êtes journaliste congolais et vous résidez aux USA depuis un certain temps. Je le disais d'ailleurs la semaine dernière, la spirale du racisme s'est accentuée ces derniers temps aux USA. Une vidéo datant d'il y a 2 mois montrant un noir tué par des policiers blancs vient d'être larguée sur les réseaux sociaux. Dans peu de temps, il faut le dire, on sent que ça risque de barder. Quelle est l'atmosphère présentement là-bas, Freddy Montieri? Oui James, avant de répondre à votre question, il faudrait d'abord revenir sur l'histoire de cette situation qui est catastrophique, en tout cas au niveau de Rochester. Rochester à New York, au nord-est de New York. Nous sommes là aux États-Unis d'Amérique. Le monsieur s'appelle Daniel Prude, âgé de 41 ans. Il a donc perdu sa vie à l'hôpital après que les médecins ont tout tenté pour le sauver, mais hélas, il s'en est pas sorti. Donc il a été tout simplement suffoqué par un policier, malheureusement encore une fois, blanc. Et il y a de cela donc 2 mois avant la mort de George Floyd. Mais il faudrait dire que la police était à la recherche donc de Daniel Prude pendant plus d'une semaine, donc 7 jours. Et c'est au 7e jour qu'ils l'ont attrapé ou saisi. Et malheureusement, la police a utilisé des moyens peu catholiques et qui a aujourd'hui donc emporté la vie ou carrément c'était la mort donc de Daniel Prude. Alors la famille a amené des preuves qu'ils ont reçues, des personnes, vous savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, chacun de nous ici et là a la possibilité de pouvoir donc capturer les images, ont apporté donc toutes ces preuves-là au niveau de la police et voilà que les faits sont donc entre les mains de la police. Au moment où je vous parle, les 7 policiers qui étaient donc dans cette action ont tous été révoqués en attendant bien sûr que la justice puisse faire son travail. Il y a des mouvements qui sont déjà annoncés, en tout cas au niveau d'Atlanta déjà comme là où je me trouve en ce moment ici à Georgia. Les organisations qui luttent bien sûr pour le droit de l'homme, mais aussi pour le droit des hommes noirs sont en train de se préparer pour ce week-end déjà, pour faire entendre leur voix. Mais ils se battent, non pas contre directement le policier, mais plutôt contre l'Union. Le Union, en fait, c'est un groupe où un instrument qui tient à la laine tous les mouvements ou tous les dérapages de policiers. Et ils sont là généralement pour les aider ou les défendre au niveau de la justice en cas, bien sûr, de dérapage et ainsi de suite. Donc, ces unions-là est très fort, ils ont beaucoup d'argent et ils font en sorte que les policiers qui dérapent un tout petit peu, ils ont du soutien déjà au niveau de la justice, au niveau de la procédure aussi. Alors, toutes ces organisations se disent qu'il faudrait mettre de côté que les policiers ne soient pas toujours régis à ce rythme-là, qu'ils soient régis à la loi ou que la rigueur de la loi soit sur eux, comme tous les autres citoyens. Je prends par exemple les jeunes qui étaient tués ici à Atlanta par un policier, il a tiré 3 balles par derrière. Ces jeunes hommes, le policier en question, moi je vous parle, est en liberté. Il a été arrêté, entendu, soutenu par le Union. Aujourd'hui, il est en liberté. Donc, vous voyez un peu, c'est comme ça que, et au niveau de New York, et au niveau d'Atlanta, et partout d'ailleurs à travers les États-Unis d'Amérique, il y a des organisations qui déjà ont annoncé des manifestations pour le cas de Daniel Prude.
Alors Freddy, dites-nous, est-ce qu'il existe une organisation là-bas de Noirs pour contrecarrer cette xénophobie où ils se défendent chacun de son côté? Oui, il y a plusieurs organisations qui, bien sûr, défendent le droit des Noirs américains. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, le tout se résume par le Black Lives Matter. C'est une organisation qui est née des jeunes Noirs américains. Et aujourd'hui, on ne voit plus que des Noirs américains. Il y a aussi des Blancs, des jeunes. Cette nouvelle génération qui arrive n'a peut-être pas retenu ce que leurs parents leur avaient donné. Je parle plus précisément, bien sûr, des Blancs. Et ces jeunes, des milléniums pour la plupart, soutiennent en fait ce mouvement de Black Lives Matter. Et au-delà de la jeunesse, il y a surtout des grandes et hautes personnalités au niveau des États-Unis d'Amérique, surtout des Noirs en tout cas, qui mettent du paquet par rapport à cela, les grands athlètes qui pèsent dans les 500-600 millions de dollars, qui mettent donc des moyens à cette organisation de Black Lives Matter. Et d'ailleurs, au niveau du NBA et dans d'autres sports, ils ont donc choisi pendant cette dernière partie donc de la saison, de mettre le t-shirt Black Lives Matter avec, bien sûr, tous les mots possibles afin de soutenir ce mouvement de Black Lives Matter parce que la vie de Noirs en dépend. Merci Freddy Monthiri et bonne journée à Atlanta, en Georgie. C'est moi qui te remercie et très bonne soirée aussi à toi et à toute la rédaction d'Antenna depuis Kinshasa. Voilà, fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end dans vos foyers.